c'est pas reparti pour Smart Bourse à la mi-journée. Nous avons le plaisir à présent d'être en duplex avec John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau. Bonjour John Plassard. Bonjour Nicolas. Merci de nous accompagner à la mi-journée dans Smart Bourse. Beaucoup d'actualités à commenter ensemble. On va se tourner tout d'abord du côté de la Chine. On a découvert plusieurs actualités ou plusieurs décisions du gouvernement chinois ce week-end. Tout d'abord, l'idée d'infléchir légèrement cette politique zéro Covid avec une période de quarantaine un petit peu réduite, une politique d'arrêt brutal des vols lorsqu'on y trouvait trop de cas de Covid qui elle aussi a été un petit peu infléchi. Et puis il y a ces 16 mesures du gouvernement chinois dont on ne connaît pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais qui laissent entendre un soutien du gouvernement chinois au crédit lorsqu'il s'agit de promoteurs immobiliers en difficulté. Est-ce que, John Plassard, selon vous, cela peut avoir une incidence pour l'économie mondiale d'ici la fin de l'année ? Oui, tout à fait. C'est une information extrêmement importante et qui pourrait être la bonne surprise de cette fin d'année. Vous l'avez dit, la semaine passée, tout à fait de manière officielle, le gouvernement a annoncé un guide de 20 points de la Commission nationale de la santé qui visait à réduire les restrictions sur le Covid. Là, c'est 16 points très précis aussi qui ont été publiés sur le secteur immobilier chinois. Et puis, le grand changement qu'on a, notamment dans ces 16 points, c'est ce point qui devrait permettre un assouplissement temporaire des restrictions sur les prêts bancaires aux promoteurs. Donc ça, c'est très important puisqu'on savait que certains promoteurs étaient en difficulté, certaines banques ne prêtaient plus aux promoteurs et que, comme vous le savez, c'est un pan très important de la Chine, mais aussi au niveau mondial, puisque selon les calculs de Goldman Sachs, le marché immobilier local en Chine serait la plus grande classe d'actifs au monde. Donc on imagine bien qu'il y a un impact ici. Et lorsqu'on parlait de la Chine, et dernièrement les restrictions pour investir en Chine ou des entreprises qui étaient investies en Chine, on parlait notamment de deux choses, la politique du Covid-0 et évidemment le risque sur l'immobilier. Donc si on commence, alors il faut faire attention, tout n'est pas réglé évidemment, on va très doucement, mais si on commençait à avoir une lumière au bout du tunnel sur ces deux points, ça devrait être très positif. Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est qu'en Chine, normalement, lorsqu'on fait des annonces, on revient rarement dessus, contrairement à ce qu'on pourrait voir en Europe ou encore aux États-Unis. Donc on imagine que même si on devait, et on a vu ce week-end, on avait un record de cas pour la Chine à Pékin du nombre de personnes étant atteintes du Covid, eh bien ici, on a l'impression qu'on a un assouplissement sur ces deux points et que c'est extrêmement positif pour les marchés financiers et pour l'économie en général. Alors, John Plassard, cet assouplissement laisse quand même entendre un changement de stratégie de la part du gouvernement chinois. Est-ce qu'on peut pour autant assimiler cet assouplissement à une volonté de relance de l'économie chinoise par le gouvernement ? Oui, tout à fait. Je pense qu'en parallèle avec ce qui est en train de se passer, et je répète, les restrictions liées au Covid sont toujours bien présentes. C'est juste un assouplissement, un léger assouplissement, mais ça nous donne une ligne directrice pour 2023. Je vous rappelle quand même que les premières rumeurs qui étaient sorties il y a 10 jours de ça faisaient état d'un assouplissement à partir de mars prochain. Donc ici, on est déjà dans un assouplissement qui va voir le jour ces prochains jours. Donc c'est même plus positif que les rumeurs ne laissaient entendre. Alors ici, évidemment, il faut rappeler que l'année passée, c'était les 100 ans du Parti communiste chinois, que le gouvernement, lui, avait mis au milieu de l'échiquier le Parti communiste chinois, comme il se doit en Chine. Et effectivement, on voit ici qu'après avoir fait des remontrances, notamment aux leaders du secteur de la technologie et aux grandes entreprises immobilières chinoises, on commence à détendre un peu la corde sur l'économie pour permettre d'avoir une année 2023 où on pourrait avoir potentiellement un retour de la croissance beaucoup plus vigoureuse en Chine qu'il n'est attendu aujourd'hui par le consensus. Alors, vous l'avez dit, John Plassard, effectivement, l'immobilier, c'est une part importante du PIB chinois, près d'un quart du PIB chinois. Est-ce que ces mesures d'assouplissement, alors il est peut-être trop tôt pour le dire, mais ces mesures d'assouplissement pourraient venir remettre en cause des scénarios récessifs en Europe ou aux États-Unis ?
Alors, je dirais aux États-Unis peut-être, parce qu'on sait que le premier partenaire économique des États-Unis, c'est la Chine et inversement. D'ailleurs, les deux leaders sont en train de se rencontrer actuellement. Et donc, pour les États-Unis, oui, on pourrait avoir une récession très douce, je dirais, voire éviter la récession aux États-Unis en début d'année prochaine si les choses devaient se détendre et que la demande chinoise devait repartir. En Europe, évidemment, c'est complètement différent puisque on a une problématique géopolitique avec la guerre en Ukraine, on a un problème politique avec les différents gouvernements de tous bords en Europe, et puis on a une problématique aussi au niveau monétaire puisqu'on sait que la Banque centrale européenne est largement en retard sur le cycle économique, beaucoup plus que la Fed. Donc ici, le redémarrage progressif de la Chine ne va pas empêcher l'Europe de rentrer en récession, mais ça pourrait peut-être accélérer la sortie de cette récession en 2023. Un mot, John Plassard, à présent de la Fed. Alors, les investisseurs ont pu découvrir jeudi dernier la statistique de l'inflation aux États-Unis pour le mois d'octobre, qui recule légèrement par rapport au mois de septembre, 7,7% sur un an en octobre, 6,3% dans sa version core. Il y a eu une espèce d'euphorie des marchés financiers à la suite de cette publication. Christopher Waller de la Fed a lui tempéré un petit peu cette euphorie en disant nous continuerons, la Fed continuera ses hausses de taux, mais il est vrai que l'on peut anticiper un changement de tempo, un ralentissement du rythme. Est-ce qu'on se rapproche d'une pause selon vous, John Plassard ? Ben, écoutez, pas dans l'immédiat, parce qu'il est vrai, vous l'avez rappelé, que les marchés ont fortement monté depuis jeudi passé. Il est vrai aussi que c'est dû à des éléments techniques, puisqu'on sait que c'est le plus grand short squeeze, c'est-à-dire rachat de positions vendeuses sur 2 jours de l'histoire des États-Unis. Donc c'est quand même quelque chose d'absolument incroyable qu'on a vu au niveau technique. Mais évidemment, ça redonne la confiance parce que on voit que le momentum est baissier. C'est le 4e mois consécutif qu'on a une légère baisse de l'inflation. Mais évidemment, on est quand même proche de 8% avec 7,7%. Ce qui est intéressant dans ce que dit Christopher Waller, qui est membre de la Fed, c'est qu'il essaye de tempérer un petit peu. Il faut rappeler ici une chose, c'est que 4 fois de suite, la Banque centrale américaine a remonté ses taux de 75 points de base, qui est déjà assez rare. Donc, ce qui est en train de nous dire, c'est de dire n'attendez pas 75 points, attendez 50 ou autre, mais attendez 50 points de base, mais dans une continuité. C'est-à-dire que la Fed va essayer à plusieurs reprises de tester le marché, de regarder si effectivement les premières hausses de taux qui étaient extrêmement agressives, comme on l'a dit, 3% en l'espace de 4 réunions, eh bien, est-ce qu'elles ont un effet sur l'inflation et est-ce qu'elles ont un effet sur l'emploi? Parce que je vous rappelle quand même que le but de la Fed est de faire remonter le taux du chômage pour que la demande baisse et d'un autre côté, de faire baisser l'inflation. Donc ici, il ne faut pas croire que c'est une pause. Il ne faut pas croire que cela nous annonce une pause. Il faut simplement penser que la Fed, comme elle le dit, est plutôt data dependent, qu'elle regarde les statistiques et potentiellement, on sait que c'est une donnée extrêmement volatile, l'inflation, que potentiellement, si elle remonte, eh bien, elle sera prête, pourquoi pas, à remonter début d'année prochaine ces taux de 75 points de base. Dernière question, John Plassard, cette fois-ci sur l'écosystème crypto-monnaie dont on parle effectivement beaucoup depuis quelques jours à la suite de la faillite du deuxième opérateur de crypto-monnaie, de la deuxième plateforme d'échange de crypto-monnaie au monde, FTX, qui a fait faillite vendredi dernier. Ça pose beaucoup de questions, évidemment, pour les utilisateurs, s'ils pourront récupérer leurs actifs, sur les suites qui seront données d'un point de vue régulation ou réglementation. Et on voit un certain nombre de grands acteurs des crypto-monnaies appelés à la prudence dans cette période un petit peu complexe, dont on ne sait pas d'ailleurs si cela va avoir des incidences sur d'autres plateformes, s'il y a d'autres surprises peut-être à découvrir également. Que faut-il attendre selon vous pour la suite ?
Écoutez, d'abord, je dirais qu'il faut noter que la plateforme FTX est comparable de ce qui s'est passé dans le monde économique à la faillite de Enron, hein, qui n'avait pas remis en question les fonds de pension, et puis la faillite de Lehman en 2008, qui n'avait pas remis en question le système même bancaire. Alors maintenant, l'autre chose, ce qu'il faut dire, c'est que le dommage, au-delà du dommage financier hein, et des personnes qui ont perdu de l'argent dans cette histoire, c'est que ça remet en cause bien la crédibilité des crypto-monnaies. Mais ce qu'il faut rappeler ici, c'est qu'on est quand même dans une phase d'apprentissage. On est quand même dans une phase où le Bitcoin, par exemple, a à peine moins de 10 ans d'existence. Donc, on est dans une situation où, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir nombreuses consolidations. Elle va se passer à travers de ce qui est en train de se passer avec FTX. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va passer par des phases comme aujourd'hui, d'extrême volatilité. Mais est-ce que ça remet en question les crypto-monnaies? Est-ce que ça remet en question l'architecture derrière les crypto-monnaies, c'est-à-dire la blockchain? Non, je ne le pense pas, puisque on sait que même les banques centrales voudraient avoir ce qu'on appelle des devises virtuelles comme le Bitcoin ou l'Ethereum par exemple, mais effectivement ça met un frein à la progression de la thématique et surtout lorsqu'on regarde les montants qui ont été perdus, puisqu'on sait que c'est des dizaines de milliards de dollars qui sont en jeu ici et que effectivement, on va être dans une situation où lorsqu'il faudra choisir sa bourse d'échange de crypto-monnaies, on y regardera à deux fois avant d'aller chez Binance ou d'autres acteurs et en essayant de choisir l'acteur considéré comme l'acteur le plus sérieux. Très rapidement, John Plassard, est-ce que cela peut avoir un impact sur les marchés financiers plus traditionnels, notamment sur les marchés actions ? Écoutez, oui, d'une certaine manière, parce qu'on sait que de nombreux hedge funds, on sait que de nombreuses banques et on sait que de nombreuses entreprises étaient investies dans FTX et étaient investis dans les crypto-monnaies en plus général. On peut prendre le cas de Tesla, par exemple, qui sont très fortement investis dans le Bitcoin. Alors évidemment, ça n'a pas un lien direct, mais la valeur du Bitcoin a baissé, donc on aura un impact direct sur les résultats de Tesla lors du 4e trimestre de cette année. Donc effectivement, on est dans une situation de défiance, on est dans une situation de méfiance et ça peut avoir un impact. Mais imaginons que d'autres grands acteurs s'effondrent. C'est pas pour ça que l'économie réelle, entre guillemets, va s'effondrer. Mais évidemment, c'est pas un bon signal pour ceux qui voudraient rentrer dans les actifs un peu plus risqués. Merci beaucoup John Plassard de nous avoir accompagnés dans Smart Bourse à la mi-journée. Je rappelle que vous êtes spécialiste en investissement chez Mirabaud. Merci à vous également de nous avoir suivis en direct et je vous donne rendez-vous ce soir à 17h pour la grande édition de Smart Bourse.